Allez, de retour en direct du plateau télé, en direct de Quimper en Bretagne. Toujours pas de pluie depuis ce matin, donc on touche toujours du bois, vraiment. Voilà, par contre, crème solaire de rigueur, crème solaire et gel, c'est un peu le combo qui va bien. French Tech des Startup Golf Cup en direct du golf de Lanniron. Voilà, donc journée très sympa, on entend les petits oiseaux, il y a des rendez-vous business, il y a du golf. Et il y a des conférences de haut vol. Et on se retrouve justement pour cette dernière session de la journée sur comment mobiliser ses collaborateurs autour de son ADN. Et on va parler justement de quand on est une start-up ou une scale-up. Et bref, on commence à être en croissance ou en hyper-croissance. Et comment est-ce qu'on réussit à garder tout le monde avec soi? C'est un peu l'idée de cette session. Pour parler de ce sujet, je ne suis pas venu seul, sinon ça aurait été un peu monotone. Et puis... voilà, je dis pas que des choses intéressantes. Donc on a recruté 2 spécialistes sur le sujet. Cédric, Fly the Nest, je te laisse te présenter en 1 minute. Déjà, Fly the Nest, pour que ceux qui ne connaissent pas l'expertise. Ok. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, Cédric de Fly the Nest. Fly the Nest, c'est une organisation qu'on a créée il y a à peu près 6 ans pour accompagner des startups et des scale-up essentiellement à réussir ce qu'on appelle leur changement d'échelle. Au départ, en fait, l'envie venait surtout de comment est-ce qu'on allait faire pour accompagner des boîtes qui avaient des modes d'organisation très particuliers, qui marchaient bien, qui étaient agiles, qui allaient vite, et que dans la croissance, elles ne deviennent pas comme beaucoup de nos grands comptes, où finalement on s'ennuie, on n'a pas très envie de bosser, les niveaux de performance sont beaucoup plus faibles, l'engagement est beaucoup plus faible. Donc c'est vraiment avec cette thèse-là qu'on est parti. On a véritablement compris notre positionnement autour du changement d'échelle sur le chemin. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on fait pour maximiser en fait l'efficacité, l'engagement d'une organisation alors qu'elle est en train de se transformer et de passer des grandes étapes et donc réussir ces phases de changement d'échelle tout simplement. Super. Et tu expliqueras aussi ton témoignage à la lumière de l'accompagnement que tu fais notamment auprès de Back Market. Ouais, site de référence dans le domaine du reconditionnement. Absolument. Donc c'est vrai que moi très particulièrement, en ce moment, j'ai une organisation que j'accompagne beaucoup, donc Back Market, sur laquelle je passe la plupart de mon temps. J'accompagne 1 ou 2 autres startups à côté. Et c'est vrai qu'elle est assez passionnante parce qu'on en a assez peu des organisations qui scale à ce niveau-là. Et donc aller explorer comment est-ce qu'on le fait. En fait, on est un peu en train de mettre en place les débuts de ce que c'est que le scale à l'européenne d'une certaine manière, quoi. Donc c'est quelque chose que moi en tout cas je trouve assez passionnant et qui complète un peu nos thèses. Parfait. On continue le tour de table avec Johan Rico, cofondateur de Shopopop. Si vous êtes des habitués depuis ce matin du plateau télé, vous l'avez évidemment vu puisqu'on a parlé du sujet de la croissance ensemble avec Daniel Sauvager d'Ecomem, Christopher Franquet, Dentech, etc. Bref, on a parlé croissance. Et là, donc, Shopopop, je vais te laisser présenter Shopopop et juste j'introduis le fait que Shopopop a travaillé justement avec Fly the Nest sur la montée en puissance de la startup. Shopopop, pour ceux qui ne connaissent pas, Johan, le pitch. Pour les personnes qui nous prennent en cours de journée, donc Shopopop, c'est de la livraison à domicile entre particuliers. Donc on permet aux personnes qui ont effectué un achat, que ce soit sur un site e-commerce ou auprès d'un magasin, de se faire livrer leurs produits par l'intermédiaire de quelqu'un qui profite de son trajet quotidien. Donc on reprend ces codes et ces usages qu'on connaît très bien du covoiturage associés à la livraison du dernier kilomètre. Et on nous donne d'ailleurs régulièrement les tickets du Blablacar de la livraison. Donc entreprise nantaise qui compte aujourd'hui 70 collaborateurs, qui opère en France et puis également en Italie, en Belgique et au Portugal. Et ce matin, en direct du plateau télé, on a vu une collaboration naître avec les magasins Ecomiam. Et ça, c'était quand même magique. C'est ça la magie du golf. Allez, on est sérieux, on revient sur cette conférence. Alors, vous nous avez présenté vos activités. Alors, on parle dans le titre de la conférence, la mobilisation des collaborateurs. C'est un enjeu, évidemment. Je vous pose la question, en quoi c'est important de mobiliser ses collaborateurs? L'idée, c'est quoi? C'est de limiter le turnover, c'est de fédérer tout le monde autour de sa marque, autour du projet d'entreprise. C'est quoi les enjeux, Cédric? Tu veux que je commence? Très bien. Alors, moi, je ne pense pas revenir sur les trucs un peu évidents parce qu'il y a énormément d'études qui montrent la corrélation entre le niveau d'engagement des collaborateurs et le niveau de performance. Il y a énormément de choses aussi qui parlent de ce qu'on appelle la symétrie des attentions, à savoir le niveau d'attention qu'on va déployer auprès de son équipe
va être en général au même niveau que l'attention que l'équipe va déployer auprès de ses clients, ses partenaires, ce qui naturellement est aussi un vecteur de performance. Là où j'avais un petit peu envie de zoomer, moi, c'est sur ce que vit une startup quand elle est en train de croître et pourquoi c'est clé dans une startup quand elle est en train de croître. Nous, on définit qu'il y a un peu 3 grands moments de changement d'échelle dans une organisation. La première, c'est quand on est en train de passer d'un petit groupe de fondateurs à un peu une core team. C'est-à-dire l'équipe de 10, 12, 15 qui va être celle qui va clairement poser les bases de ce que va être l'organisation et ce qu'elle va se développer après. Le deuxième grand moment de changement d'échelle, c'est là on était une équipe, on va devenir plusieurs équipes. Et on a des niveaux d'expertise qui montent, une équipe tech, une équipe de vente, une équipe produit, etc. Et avec des niveaux d'expertise suffisamment élevés pour que ça devienne compliqué de pouvoir se communiquer entre nous. On a aussi des équipes qui commencent à se créer souvent des étages, des équipes de direction, des équipes de managers, des choses comme ça. Ça, c'est nous ce qu'on appelle un peu le deuxième morceau du scale, qui souvent se situe dans des organisations entre 30 et 100, 150 personnes. Et puis ensuite, il y a le troisième changement d'échelle, celui qu'on étudie souvent moins, parce qu'il y en a beaucoup moins, qui sont des organisations qui commencent à avoir carrément des différentes activités, que ce soit parce qu'elles sont géographiques, je sais pas, une équipe de 150 aux US, une équipe de 200 en France, ou alors parce qu'elles ont carrément développé d'autres business. Et là, il y a un nouveau niveau de collaboration qui se joue. Et en fait, ces changements d'échelle, c'est des choses qui sont très particulières. On a des vrais changements d'échelle en tant qu'unité, que ce soit de people ou d'argent, tout simplement, qu'on gère. Et ce qui se passe dans ces moments-là, c'est qu'en fait, on vit des transformations qu'on n'a pas le choix de vivre. L'organisation elle-même évolue, sa structure évolue, la manière dont on peut communiquer doit évoluer, et si on le gère pas, on se le prend un peu de plein face, et c'est assez difficile à vivre parce que la transformation c'est quelque chose qui n'est pas évident pour nous humains, et donc l'objectif pour nous c'est plutôt à l'inverse d'en tirer parti. Ces moments-là, c'est des moments où on a une opportunité assez ouf de pouvoir reconfigurer la boîte, de pouvoir se dire ok, comment est-ce qu'on peut redesigner nos manières de fonctionner, nos processus, nos manières de fonctionner avec nos clients, avec nos collaborateurs, avec nos financeurs, en interne, nos rituels, nos réunions, tout ça, on peut les retransformer à ces moments-là parce que de toute façon, on n'a pas le choix que de le faire. Et donc, si on se prépare bien, on peut profiter de ça pour augmenter le niveau de performance globale de l'organisation. Seulement, faire ça bien, en gros, ça nécessite une chose nécessairement, c'est que toute l'équipe soit motrice pour le faire. Si on essaye soi-même de tirer tout de l'orga pour le faire, c'est extrêmement épuisant. C'est épuisant, ouais, c'est ça. Ouais, et c'est puis, épuisant et ça marche moins bien en fait. Les gens sont moins engagés dessus. Donc l'engagement là-dedans, la clé, c'est de rendre tout le monde moteur de cette transformation-là, faire en sorte que tout le monde se dise lui-même, à mon échelle, voilà comment je peux faire. Ok. Johan, Shopopop, à quel moment vous êtes dit, ok, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc il y a eu une forte montée en charge. Il y a 1 an, en gros, confinement, ça a été un accélérateur indirect pour vous. Et à quel moment vous êtes dit, ok, il faut que on va embaucher beaucoup de personnes, on doit garder justement que chacun trouve du sens, on doit garder que chacun partage la stratégie, etc. Et ce matin, tu disais que tu échangeais beaucoup avec des pairs, etc. Est-ce que c'est une recommandation Qu'est-ce qui a fait tilt en se disant, ok, il faut qu'on bosse en l'occurrence avec Fly the Nest pour... Il y a pas mal de choses qui vont faire écho à ce que disait Cédric, c'est qu'on a connu aussi ces différentes phases avec un groupe d'une dizaine, quinzaine de personnes. Un des dirigeants nantais avec qui on échange régulièrement nous a dit profitez, vous avez votre premier cercle de salariés pionniers, comme on dit, qui sont les pionniers de l'entreprise. Et après, il nous a donné une autre phrase, et vous verrez, l'entreprise va devenir une organisation. Et c'est plutôt smart quand on y pense, parce que tous ces process, toutes les choses qui se mettent en œuvre font que le côté très désorganisé que peut connaître une start-up à son démarrage ne peut plus fonctionner quand on est une trentaine, quarantaine, cinquantaine et plus. Donc, et après, pour revenir sur l'accompagnement Fly the Nest, on a eu pas mal d'effets de recommandations dans d'autres startups qui sont passées par cet accompagnement-là. Il y a notamment, pour en avoir parlé hier avec Hugues, une autre nantaise, bresto-nantaise, c'est Smartway. Zéro gâchis également. Et en fait, ce qui nous s'est passé, c'est qu'on a commencé à mettre en place du management intermédiaire dans l'entreprise. Et partie de ce principe-là, de se dire qu'on commençait à avoir cette organisation avec aussi des rôles de délégation plus forts par rapport à ce qu'on faisait Antoine et moi au démarrage de l'entreprise. On a vu qu'il fallait passer cette phase d'après et passer à l'échelle pour accompagner cette ambition qu'on porte et le développement qu'on commençait à avoir. Alors effectivement, le Covid a accéléré les choses. On va dire que ça n'a pas été simple de gérer aussi les premiers managers qu'on a mis en place parce qu'on s'est retrouvé en confinement le mois d'après. Donc les enjeux et la responsabilité qu'ils avaient aussi ont été hyper forts. Et ça
ça s'est plutôt très bien passé. Donc, encore félicitations à eux parce que ça s'est vraiment bien passé. Et c'est tout ça qui nous a emmené à se dire, voilà, il faut qu'on donne un cadre un peu plus fort et il faut qu'on se structure pour passer les étapes d'après. Et c'est quoi alors la formule un peu miracle? Parce que est-ce qu'il faut embarquer justement les fondateurs, cofondateurs, en gros la direction générale, etc. Est-ce qu'il faut embarquer à un moment tout le monde, j'imagine? Est-ce qu'il faut des personnes un peu relais qui soient hyper moteurs et qui, vous voyez, des personnes un peu relais dans l'entreprise? Comment, c'est quoi le scénario idéal s'il y en a un? Je suis pas sûr qu'il y en ait un. Par contre, il y a à peu près tout ce que tu as cité, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans les salariés, qui sont notamment les pionniers, des gens qui vont être justement moteurs, qui vont continuer à transmettre l'ADN aussi de l'entreprise et les valeurs qu'ils ont pu connaître aux premières phases, pour notamment les nouveaux collaborateurs qui arrivent. Ensuite, il y a les sujets qui sont un peu plus structurels et formels, c'est-à-dire que les gens qui prennent des fonctions de management et autres, et ben, par la structure, vont devoir aussi porter l'organisation de l'entreprise et son développement. Et après, le rôle pour Antoine et moi aujourd'hui dans l'entreprise, c'est de se dire qu'on doit faire en sorte de devenir indispensable, de plus être indispensable, et de faire en sorte que l'entreprise fonctionne sans nous et que tous ces managers et toutes les équipes restent bien alignés sur la vision, restent bien alignés sur les visions qu'on porte et sur les objectifs qui en découlent. Ok. Cédric, sur les personnes un peu clés mobilisées, tu confirmes c'est quoi un peu la méthode et le scénario, encore une fois, idéal s'il y en a un? J'ai bien compris qu'il n'y en avait pas. Non, il n'y en a naturellement pas un, ça va dépendre des cultures, des organisations, etc. Mais c'est vrai que nous, il y a un motto un peu chez nous, chez Fly the Nest, qui est important, c'est on voit beaucoup dans les médias les CEO qui sont un peu mis en avant énormément, et on en oublie souvent les équipes. Et pour nous, ça c'est quelque chose qui est toujours un petit peu dur, parce qu'il y a un truc qu'on est vraiment sûr, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une aventure collective. C'est vraiment le fait de construire un collectif qui soit puissant, qui fait que l'organisation va loin. Et en même temps, a posteriori, en opposition à ça, on a aussi beaucoup de gens qui ne parlent que des équipes et qui en oublient, mais je dirais pas le CEO, mais plutôt la fonction de leadership. C'est-à-dire ceux qui arrivent à porter une voix sur certaines thématiques. Et exactement comme disait Johan, là, dans les pionniers du départ, dans cette première core team, il y en a qui incarnent la culture énormément et qui vont être en fait comme un sachet de thé. On les pose dans l'organisation et pouf, ils diffusent la culture un peu partout. Et puis il y en a qui vont incarner plutôt les manières de bosser, les projets, les instances. Ceux-là, c'est pareil. On va les mettre et ils vont diffuser d'autres choses. Et ceux qui vont plutôt porter la vision. Et donc en fait, on a tous un rôle de leadership dans l'organisation, et c'est pour ça qu'il faut impliquer tout le monde, parce qu'on ne sait pas toujours où est-ce qu'on va les trouver. Et naturellement, dans les fondateurs, on trouve des personnes qui portent ces choses-là, mais elles n'arriveront jamais suffisamment à 2 ou 3. Elles arriveront sur une équipe de 70, de 80, mais sur une équipe de 200, 400, 600, c'est sûr que non. Dès qu'on est dans plusieurs pays, on n'est pas au contact. Et puis alors, on l'a bien vu avec le Covid, on ne se rejoint pas dans des salles, on ne peut pas discuter régulièrement au déjeuner. Donc en fait, ça se passe en visio, c'est beaucoup plus difficile. L'exercice de leadership est beaucoup plus difficile. Donc le leadership distribué, c'est fondamental. Donc pour nous, il faut impliquer le plus possible de gens, si possible, histoire de vraiment sentir d'où émergent tous ces leaderships. Et ça passe par un temps collectif où on embarque tout le monde sur une sorte de séminaire, etc. Et ensuite, après, on a un format un peu intermédiaire, très fréquent, très récurrent, pour continuer à garder le fil, quoi. Ouais. Nous, on fait ça. On fait ça. Okay. Nous, en général, nos accompagnements démarrent par un moment collectif avec, si possible, tout le monde. Okay. C'est souvent fini, d'ailleurs, par un accompagnement collectif avec tout le monde. Et par exemple, Back Market, ils sont combien? Ils sont 450. Et vous faites un truc à 450? Ouais, alors on en fait plein. Donc on fait ce qu'on appelle le All-Ends, qui se passe tous les ans à 450, donc là qui est reporté depuis 8 mois, mais qui est censé se passer en septembre. Okay. Et puis ensuite on va avoir, on a des off-site à tout niveau de l'organisation. Donc l'équipe marketing part en off-site tous les 6 mois, ils sont 50. L'équipe des opérations part en séminaire tous les ans. C'est quoi? Ils vont aux Canaries à 50 Non, en général non. C'est quoi? Ça marche comment? En général, c'est pas très loin de là où il y a le plus de personnes, donc soit à Paris, soit à Bordeaux, soit à New York. Ouais. Et puis c'est un mélange de temps collectif et de travail. Okay. Encore une fois, il y a toujours du boulot, il y a toujours des ateliers qui servent à faire avancer le schmilblick. Ok, ça marche. Version Shopopop, comment ça a été décliné et comment ça se traduit au quotidien, Johan? On a eu aussi ce principe de séminaire, on va dire, d'introduction finalement à cette méthodologie avec Fly the Nest qu'on avait fait du coup en septembre l'an dernier. Et puis ensuite, c'est des rituels en fait qui vont se créer. Donc on a ce qu'on appelle la révision du master plan où on repasse justement les différents axes stratégiques et les résultats qui construisent ces axes stratégiques, où chacun des collaborateurs s'est porté volontaire pour être contributeur ou porter un résultat. Donc on a cette revue qui est
je crois aujourd'hui à la quinzaine. Et ensuite, en fait, les équipes vont se mobiliser entre elles pour justement alimenter les différents projets qui servent à atteindre la vision. Donc il y a 3 visions qui sont construites, une vision court terme, moyen terme, long terme. Et ça nous engage du coup sur 6 mois de travail. Et au terme des 6 mois, on refait un nouveau master plan qui va redriver du coup 3 nouvelles visions pour les 6 prochains mois. Très bien. Et ensuite, donc la définition des valeurs, etc., c'est ensuite décliné sur différents process un peu du bain. Par exemple, sur le recrutement, on va retrouver dans le process du recrutement un peu justement les valeurs qui ont été posées, etc. C'est ça l'idée. Ouais, exactement. En fait, au-delà du master plan, il y a tout un travail sur les valeurs, sur ce qui fait l'ADN de l'entreprise. Et après, il y a des déclinaisons en fait à donner. Donc, typiquement sur le recrutement et l'onboarding, on va retrouver dans la façon de recruter les gens, d'onboarder, de les introduire dans l'entreprise, des éléments clés, des éléments piliers par rapport aux valeurs de l'entreprise, de la même manière sur un départ et sur un offboarding, et après sur tout ce qui va rythmer en fait la vie et le cycle de vie du collaborateur. Et version Shopopop, par exemple, ça peut être quoi les valeurs particulières qu'on va retrouver par exemple sur un onboarding ou des choses comme ça? On a les notions de grandir ensemble, donc qui font que même si des fois il y a des passages qui sont difficiles ou qu'on a des collaborateurs qui peuvent se retrouver en difficulté, il y a une logique d'accompagnement, de pédagogie, donc on a le droit, comme on dit, à l'erreur aussi, parce que voilà, on a des profils pour certains qui sont juniors, pour d'autres qui sont plus expérimentés, mais on est dans une démarche d'amélioration continue. Donc on fait beaucoup de choses avec des laps de temps très très courts. Donc il y a toute cette démarche d'accompagnement et de montée en compétences et de montée en posture. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir toutes les notions d'engagement, de responsabilité. On est dans un modèle, comme on dit, qui est un modèle plutôt vertueux par rapport même à ce qu'on fait en termes de métier, si j'ai envie de dire. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se redécouvrir après dans nos process, dans nos produits et finalement dans l'engagement des collaborateurs au quotidien. Super. Cédric, là aussi, comment ça se traduit peut-être sur, je sais pas, pour l'exemple de Back Market, est-ce qu'il y a des choses particulières, par exemple, qui ressortent et qui sont différenciantes par rapport à d'autres scale-up? Nous, notre but, il est toujours d'amener quelque chose, un peu un matériel de base indispensable. Donc voilà, Yoann l'a bien dit, des valeurs qui décrivent vraiment un peu l'ADN, la culture, une vision. Donc quelque chose qui raconte un peu le futur qu'on imagine, que ce soit très proche ou plutôt très loin, et une mode d'organisation projet. Et en fait, le but, c'est aussi d'adapter ça à soi, parce qu'on est tous des organisations différentes, on a tous des identités culturelles différentes, donc il faut prendre ces outils, les digérer, et puis les retransformer, et faire en sorte de se les approprier. Chez Back Market, par exemple, je peux prendre 2 outils qui se sont réappropriés de manière très différente de ce qu'on pouvait faire d'habitude. Le premier, c'est peut-être la notion de raison d'être et de valeur qu'ils ont quasiment presque fusionné chez eux de leur côté. Donc le but de l'organisation, c'est en anglais ils disent « screw new », faire en sorte que l'industrie du neuf devienne secondaire par rapport à l'industrie circulaire. Et ils ont une valeur cardinale qui se décline dans plein de principes, mais ils ont vraiment une valeur cardinale qui est le sabotage. Finalement, ils se voient un peu comme des résistants face à ce marché du neuf qui est de très 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 loin dominant. Et sur la vision, ils utilisent plutôt un framework qui s'appelle le Vision Plan, qui est une manière de travailler la vision long terme très très détaillée, qui est pas mal utilisée aux US aussi, dont on s'est servi pour bosser dessus. Le sabotage, c'est facile à décliner sur du process de recrutement? Ça se fait assez bien. Hein. Ouais, ça se fait assez bien, justement. On détecte assez vite les esprits qui aiment saboter les choses. Excellent, d'accord. Est-ce qu'arrivé à ce niveau du débat, vous avez des questions, ou plutôt, comme la première question est souvent la plus difficile à poser, je vous propose qu'on passe directement à la deuxième question du public. Voilà. Alors, la deuxième question du public, est-ce qu'il y en a? Non, pas encore. Ok. Alors, moi j'en ai une autre. Comment ça se mesure tout ça? Comment le côté metrics, ROI, etc. Comment ça se mesure? Est-ce que c'est un plus faible turnover, une application plus forte et une productivité plus forte des salariés? Comment c'est quoi les metrics? C'est pas simple à mesurer parce qu'on est sur de l'humain, donc par définition c'est complexe et c'est intangible. Le turnover, oui, en fait partie. On voit qu'effectivement les collaborateurs sont mobilisés et restent. Pour parler de Shopopop, on opère depuis maintenant 5 ans et concrètement on a eu 4 départs en l'espace de 5 ans, donc sur une entreprise qui a recruté énormément et où on se dit que souvent justement par la croissance il y a des effets d'essoufflement. On voit que la mobilisation et l'ancrage des collaborateurs dans ces valeurs et dans le développement permet à l'entreprise de bien se porter et d'envisager la suite plutôt sereinement.
Ensuite, on a des effets sur la productivité, c'est sûr. Et je pense que c'est plutôt du ressenti. Enfin, on sent quand les équipes sont démotivées ou sont fatiguées ou à l'inverse. Voilà, c'est des éléments qui permettent de déclencher et de voir les choses. Et puis après, tout ce qu'on fait permet de donner de la structure aussi à la dimension RH. On a eu jusqu'à maintenant, on va dire, des premiers process qui sont mis en place. Julie, notamment chez nous, a beaucoup travaillé là-dessus. Et la prochaine phase de ce développement, c'est d'organiser cette partie RH. Donc on recrute actuellement un profil qui va pouvoir donner cette dimension RH, aller plus loin dans l'accompagnement, dans les montées en compétences, par des plans de formation, etc. Donc c'est vraiment se donner les moyens de passer l'étape d'après et, comme on disait, de passer à l'échelle en fait et de continuer à grandir. Ok. Cédric, même question sur le côté justement, est-ce que c'est mesurable, comment ça marche? Ouais, alors moi je suis un ingénieur, hein, j'aime bien les chiffres, donc j'aime bien pouvoir voir que le travail paye aussi. Donc moi je vais vous donner quelques idées de KPI à suivre qui peut être rigolo. Déjà la première chose à voir, c'est que quand on construit l'ADN de l'organisation, elle peut vraiment il y a deux endroits où elle va se déverser, donc elle va se décliner. Il y a l'interne, où on va beaucoup parler de marque employeur, et il y a l'externe. C'est-à-dire, finalement, ce qu'on veut, c'est que la marque, on la retrouve de la même manière dedans et dehors. Et en fait, pour ça, le fondamental sur lequel on bosse, c'est les valeurs. Donc en fait, sur les deux, il y a des choses qu'on peut mesurer. Et ensuite, la troisième chose, c'est de s'assurer que l'ensemble est assez cohérent. Sur l'interne, moi j'ai plusieurs KPI que j'aime bien suivre. Le premier, c'est en général lancer un pulse. Ce qu'on appelle un pulse, c'est sentir le pouls un peu de l'organisation. Donc effectivement, l'engagement, on peut tout simplement poser la question sur une note de 1 à 5 à quel point tu es engagé. C'est une bonne manière déjà de traiter des choses. Il y a plein de KPI comme ça qu'on peut créer en posant des questions hyper vite. Donc l'engagement, mais l'épanouissement, c'est une autre chose aussi. À quel point est-ce que je m'épanouis, c'est qu'a priori je suis aligné avec l'organisation, ce qu'elle fait et comment elle fonctionne. Et il y en a un autre que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps en vrai, et que je trouve hyper cool. Quand on est en croissance, on a souvent une liste de postes ouverts. Et c'est un certain challenge que d'aller remplir tout ça. Et récemment, j'ai découvert un KPI assez cool qui est le time to fill. C'est-à-dire le temps que ça met qu'un poste qui soit ouvert soit pourvu et que l'onboarding soit passé, c'est-à-dire que la période d'essai soit passée. Et ça donne vraiment une très bonne indication de à quel point est-ce qu'on ne se plante pas quand on recrute, c'est-à-dire à la fois nous, on trouve bien les bonnes personnes, mais les personnes sentent bien aussi qu'est-ce que c'est que la boîte et du coup ne se plantent pas. Et donc ça, c'est trois choses qui permettent de, je pense, pas mal sentir à quel point est-ce que le travail paye bien sur l'ADN. Et sur l'externe, sur la marque, la notoriété naturellement, alors c'est un peu plus compliqué, mais il y a des KPI qu'on peut suivre sur la notoriété. Mais il y en a un qui est très simple, c'est la qualité des leads. À quel point est-ce que les gens qui viennent chez nous, qui puissent être des potentiels leads, clients, ont compris ce qu'on faisait, pourquoi et qui on est. Et ça, c'est vraiment quelque chose de pertinent. Plus le travail sur la marque est bon, et donc plus l'ADN est forte, plus on va avoir des leads qui se convertissent très facilement. Et en général, c'est une métrique qu'on commence à mesurer autour des séries B, quoi. Ok. Si certains d'entre vous, en présentiel ou en live, sont pas hyper familiers avec les anglicismes, on refera la conférence si vous voulez, en mode. Parce qu'il y en a eu, j'aurais dû les compter, mais non, mais. En breton. Ouais, c'est ça, on refera la conf en breton et... ok. Et est-ce que. Parce que du coup, indirectement, tout ce que vous me dites, ça joue aussi évidemment sur... parce que ça joue sur la rétention des talents, l'implication, etc. Mais ça joue aussi forcément sur la marque employeur et ce que tu disais, le time to fill, le recrutement, parce que aussi recommandations, parce que toutes ces choses-là. Et ça je pense que c'est aussi... je ne sais pas si tout est mesurable, mais c'est aussi du ressenti... Ouais, excellent. Est-ce qu'il y a une troisième question dans le public ou pas? Ah oui, alors la troisième, monsieur Gaouillet. Oui, avec une couleur un petit peu comme ça là. Ah pardon, alors oui, tout à fait. Alors je vais répéter une fois que la question sera entièrement posée. Ouais, tout à fait, bien vu. Donc, et j'avais une question sur comment est-ce que vous, Philzones, vous gérez justement les fondateurs. Parce que vous parlez d'ADN, l'ADN c'est le début quand même. Et en fait, le début c'est les fondateurs. Ils ont mis leur cœur, ils ont mis leur argent. Comment est-ce que vous gérez les fondateurs? Parce que du coup, ils doivent avoir l'impression de lâcher un peu prise. Et comment, en contrepartie aussi, les salariés s'appuyaient que sur les fondateurs pour tout ça, pour donner la vision, pour être un peu les piliers de tout ça. Comment est-ce que ça se passe vis-à-vis des fondateurs de la boîte? Donc la question que je reprends pour les personnes qui sont en live, mais c'est sur comment effectivement gérer les fondateurs qui, c'était leur bébé au démarrage, ils ont appris sans doute à lâcher prise, et comment est-ce que
comment on travaille avec eux. Comment on accompagne C'est ça. aussi ça dans Spécifiquement ouais, les bien sûr, fondateurs. bien sûr. En vrai, il faut vraiment pas négliger les fondateurs. On parle souvent, il y a une notion que nous on utilise beaucoup, qui est la solitude de l'entrepreneur. Quand on est dans ces phases-là de croissance et de transformation continue, en tant que founder, on n'a pas toujours la facilité de se tourner vers plein de gens pour pouvoir en parler. Et donc on se sent souvent un peu seul. Donc en vrai, nous, notre accompagnement est quand même souvent très axé beaucoup avec les fondateurs. On accompagne toute l'équipe, mais on a un soutien particulier pour les fondateurs au maximum. La raison pour laquelle c'est très difficile pour eux, c'est que à la fois, il faut continuer de pouvoir être un phare, pouvoir continuer d'incarner au maximum la culture, la vision, de l'impulser, mais en même temps, on a un rôle tout particulier qui est celui d'être les moteurs de la co-construction. C'est-à-dire de savoir générer des moments, des espaces pour que tout le monde puisse participer à la construction de qu'est-ce que c'est que ce projet. Et vous parliez d'une organisation, d'une petite start-up de 150 000 personnes. On travaille un peu avec Decathlon par exemple, qui a fait ce processus-là, un processus de vision, et ils ont interrogé 1 million de personnes. À la fois les 150 000 de l'interne, plus 850 000 personnes qui sont tous leurs clients, tous leurs partenaires partout autour de la planète, pour faire ce travail-là de c'est quoi notre mission à nous, c'est quoi notre identité, c'est quoi la vision de ce qu'on veut créer, du monde qu'on veut créer à terme. Et en fait, ça a mis 2 ans à aboutir. Donc le tout pour les fondateurs, c'est de continuer à savoir incarner ce qu'on est, ce qu'on porte comme projet, les valeurs qu'on veut mettre dans ce projet-là, mais surtout de laisser l'espace pour que la co-construction se fasse, et souvent d'avoir cette intelligence d'être capable de faire la synthèse. Qu'est-ce qui vient d'absolument tout le monde, qu'est-ce qui vient de nous, et comment est-ce qu'on en construit un projet collectif qui continue d'embarquer. Johan, tu partages cette vision en tant que cofondateur? Ouais, je la partage. Alors j'ai la chance moi de travailler avec Hugues justement sur cet accompagnement des dirigeants et des fondateurs. En fait, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que au bout d'un moment, j'ai quasiment envie de dire que ça fait partie de notre mission et de notre job d'aussi s'effacer, parce que malgré tout, quand on reste les fondateurs et les dirigeants, quand on dit quelque chose, ça a toujours un peu plus de poids, ça peut des fois faire un peu plus peur ou prendre un peu trop de place. Et tout ce travail d'accompagnement doit aussi permettre justement d'avoir cet équilibre entre qu'est-ce qui va émerger des collaborateurs pour l'entreprise, qu'est-ce qui va continuer d'émerger des fondateurs pour la vision et pour son développement. Mais c'est pas toujours facile de trouver cet équilibre, mais il est hyper important. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le public, ou est-ce qu'on a déjà traité pas mal, hein, mais non, ça va. Je me fais rire tout seul aussi, hein, donc c'est bien. Ok. Peut-être question pour Cédric. C'est quoi le cut un peu pour se faire accompagner ou autre? On parlait de là-bas. Vous avez commencé à 50 collaborateurs, c'est ça? Ouais, un petit peu moins, je suis en dessous, mais Ok. globalement, on savait qu'on allait passer un cap à plus de 50, et c'était Ok. surtout ça qui était visé, et puis après plus de 100, donc... Ouais, ça marche. Et est-ce qu'il n'y a pas un sujet pour des boîtes, ce qu'on le disait sur les premiers salariés, on parlait des premiers paliers, mais est-ce qu'il n'y a pas un sujet sur des boîtes plus petites qui ne sont pas forcément en hyper croissance, qui n'auront pas des volumes de recrutement peut-être aussi importants que Shopopop ou autre, mais quels conseils on pourrait donner à des boîtes qui se structurent, qui sont à 10-15 collaborateurs, qui vont continuer à grossir et qui ont besoin de se structurer? Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Cédric? Déjà, c'est ce qu'on fait le plus en vrai. Okay. Accompagner des boîtes qui sont à cette taille-là, c'est le nombre de boîtes qu'on a accompagnées, je pense, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est le premier changement d'échelle et c'est pas le plus difficile. C'est en termes d'organisation, c'est pas le plus difficile. C'est quand même des périodes qui sont vachement grisantes, vachement agréables souvent. Pour autant, c'est le plus critique. C'est-à-dire que c'est le moment où on va vraiment construire cette équipe de pionniers qui va driver toute la suite, qui va alimenter la culture, qui va l'impulser. C'est l'ensemble des leaders qu'on crée là qui vont être les moteurs de l'organisation de demain. Donc, s'il y a bien un changement d'échelle qu'il ne faut pas rater, c'est celui-là. Et donc, c'est pour ça que c'est là qu'on accompagne le plus les organisations, pour que ça aille vite, pour que ça se passe bien avec tout le monde, et pour avoir vraiment construit des bases solides pour le changement d'échelle d'après. Celui que Shopopop a vécu, qu'on appelle souvent aussi l'étape de design organisationnel. C'est-à-dire vraiment où on dessine son organisation et ses manières de faire pour qu'elle soit prête à aller plus loin. Et l'étape de changement d'échelle d'après, il est plus tard, hein, il arrive plutôt autour de 200, 250 personnes, où voilà, là par contre c'est un travail de fond un peu continu, jusqu'à ce qu'on ait enclenché la machine à onboarder 20 personnes tous les mois, quoi. Mais ça c'est vraiment une autre aventure, hein. Et ce qu'on fait vraiment le plus, nous, c'est ce premier changement d'échelle-là, celui qui est critique et qui pose vraiment les bases. Et ensuite, ce qu'on fait souvent, c'est le changement d'échelle d'après, comme Shopopop.
Peut-être dernière question sur peut-être un peu des erreurs à éviter pour justement des boîtes aussi qui sentent qu'il y a une montée en puissance ou autre. Est-ce que l'erreur à éviter la plus classique, c'est pas le côté un peu isolement où on se referme et on a presque peur de demander. On veut peut-être trop prendre sur soi, pas assez à la fois déléguer, pas assez prendre de conseils auprès de ses pairs, et finalement on se met un peu trop la pression tout seul. Est-ce que c'est pas le principal écueil? Ça peut en être un. Je crois qu'il y a un truc, alors je sais pas si c'est français ou pas, j'en sais rien, mais on dit souvent qu'il y a une culture, enfin, la peur de l'échec ou la peur de se planter ou la peur de faire des erreurs. En fait, j'ai quasiment envie de dire que la plus grosse erreur, ce serait de pas en faire. C'est peut-être con et j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais on est passé par plein d'étapes, on a fait plein de choses, on a pris des fois des engagements, on a parlé des fois peut-être un peu trop vite, mais tout ça nous a permis d'apprendre et de faire différemment aujourd'hui. Ça a permis aussi à tous ces nouveaux collaborateurs qui sont devenus des managers de voir aussi comment est-ce que nous on a pu fonctionner, comment est-ce qu'on a pu transmettre un certain nombre de choses. Et je pense qu'il faut oser. Alors il y a souvent un truc qu'on dit dans les startups, c'est qu'il faut apprendre vite ou se planter vite. Et c'est vrai sur à peu près tous les sujets. Alors, quand on se plante avec une dimension un peu plus forte, ça fait toujours un peu plus mal. Mais ça fait partie, je pense, des bons mécanismes pour une startup dans sa construction. Et alors, certes, il faut les limiter, mais ça fait partie du jeu, je pense. Très bien. Cédric, mot de la fin. Moi, j'en ai une qu'on voit souvent, je dirais, qui est c'est pas le moment, on n'a pas le temps maintenant. Parce qu'on est sur tel gros projet, parce qu'on est en train de développer ça. Des boîtes qui ont effectivement une saisonnalité dans leur activité qui soit très forte et que leur pic d'activité c'est septembre-octobre, non c'est sûr il ne faut pas démarrer en août, quoi. Il vaut mieux attendre que le pic d'activité soit passé. Mais par contre, si c'est pour des questions de projet ou de développement, en fait plus on avance, moins on a de temps. Donc il y a des moments où il vaut mieux les prendre. Et on dit souvent que la croissance, c'est pas une pente comme ça, c'est vraiment un escalier. De moments où on est tourné vers l'interne et de moments où on est tourné vers l'externe. Et si on comprend pas ça, on regarde jamais ce qu'on appelle ces focus internes, plutôt que de les prendre à bras le corps, se dire ok, là c'est le moment, on se donne 4 mois, 5 mois, 6 mois, on s'occupe de dedans, on met tout ça au propre, et comme ça on peut repartir sur une vraie phase de croissance externe, du coup, enfin de développement, qui va permettre d'aller beaucoup plus vite. Et c'est comme ça qu'on change la courbe de sa pente. Et donc ça, c'est, je pense, le problème majeur qu'on voit le plus souvent nous, des gens qui nous disent non mais là en fait je suis trop dans le jus de projet, j'ai trop de choses en même temps que je peux pas rater, donc je vais surtout pas faire ça. Et puis des fois ils reviennent nous voir 1 an plus tard, 2 ans plus tard en disant bon j'ai encore moins le temps mais là j'ai plus le choix. Non, c'est hyper important. Et puis plus on attend, plus il y a de pression parce que plus on a aussi de gens à embarquer, plus c'est difficile. La réticence au changement, c'est un truc qui se voit tous les jours, hein, quand on opère des changements, quand on met en place des nouvelles choses. Et ouais, il faut prendre ce temps pour se poser les bonnes questions, pour se structurer. Ça fait partie du travail des dirigeants et des fondateurs de prendre ce temps-là pour bien le faire. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on se lance dans un schéma qui sera A que peut-être que 3 mois après on ira vers B et puis peut-être 3 mois après vers C. Le tout étant d'arriver à une finalité qui sert les intérêts de l'entreprise et les intérêts des collaborateurs. Et dernière question, Johan, est-ce que c'est facile de prendre du recul au quotidien quand, bon, déjà on est en hypercroissance, etc. Mais en plus dans les outils, le mode de travail au quotidien, on est bombardé de notifs. Sur Slack, sur WhatsApp, sur Teams, sur machin, on a des visios dans tous les sens, on a la messagerie, des mails, machin, etc. Toi, c'est quoi Est-ce que tu te gardes des temps où vraiment, par exemple, pour traiter les mails, c'est le matin, midi, soir et point barre, et pas de notif, machin. Comment on réussit à prendre du recul ? J'ai sur le parti très fine du découpage du temps. Alors oui, moi j'ai enlevé les notifications Slack, par exemple. Après, je check mes mails au fil de la journée, parce qu'il y a des mails plus ou moins importants qui peuvent arriver. Mais par contre, oui, je matérialise des temps dans mon agenda qui sont des temps que je garde pour justement bosser sur ces sujets de structuration. On a la chance d'être deux aussi, donc on se partage les rôles. Antoine a le tempérament un peu plus, comme on dit, fonceur, entrepreneur, donc il va être toujours un peu plus des fois en réactivité, il va pousser les sujets. Moi, je viens plutôt avec ce côté, on prend un peu de recul, on prend le temps de poser les choses, on se pose un peu plus de questions. Excellent. Cédric, tu confirmes ? Ouais, je dirais même il y a une manière géniale de prendre du recul, c'est de bouquiner. Et ça tombe bien parce qu'on vient de mettre toute la méthodologie en open source dans notre livre qui sort tout bientôt. Donc sur toutes les tables, vous trouverez des petits codes barres. Vous pouvez cliquer et vous pouvez trouver le livre en avant-première. Il n'est pas encore sorti, mais on peut encore le prendre. Et donc il y a tout en gratuit, tout ce qu'on fait, tous les ateliers, toutes les méthodos, quoi. Et c'est un bon moyen juste de lire sans savoir quand est-ce qu'on se lance dedans, mais pour pouvoir y réfléchir et maturer
Hyper intéressant. Eh ben super, on va s'arrêter là, 17h10. Messieurs, merci beaucoup. Cédric, Johan. Merci beaucoup Je à pense toi. qu'on peut les applaudir pour leur témoignage. Si vous souhaitez en parler avec eux, ça tombe bien. Il y a le verre de l'amitié qui va démarrer dans quelques minutes. Donc Johan de Shopopop et Cédric de Fly the Nest. Donc n'hésitez pas. Et donc là, vous voyez, il y a encore quelques coups de golf qui se passent derrière. Et on va se retrouver dans quelques minutes à l'endroit où on a mangé à midi, après une grande hésitation à le faire. Est-ce qu'on le faisait à l'orangerie, etc. Mais bon... Je vais pas vous mentir, on peut se le dire maintenant en fin de journée. On a eu un peu de pluie, donc voilà, on a fait l'option. Le plan B, on va le faire en intérieur. Et on va également les vainqueurs du concours de pitch. Voilà, merci. Très bonne beaucoup. fin de journée sur le French Tech Day. Merci.